Rebondissement. Printemps 2059. Enzo lance à Pauline. Ça va te paraître étrange après tout ce que je t'ai confié, mais l'idée me ronge chaque jour davantage. À dire vrai, j'y pense jour et nuit. Et si tu en venais au fait, suggère Pauline, amusée et curieuse. C'est pas si facile. Voilà. Voudrais-tu m'accompagner pour revoir la maison de mon enfance? Celle où tu as grandi avec tes parents? Exactement. J'ai en moi un besoin impératif de retourner sur ces lieux qui ont porté ma vie, provoqué chacun des choix de mon existence. Bien sûr, je t'accompagnerai, répond Pauline. Tu as peur? Je me sens prêt à poser le doigt sur mes anciennes cicatrices. En plus, je ne te l'ai jamais dit, mais avant de quitter Gibraltar, j'ai confié l'adresse de cette maison aux habitants que je côtoyais. Alors si Alice ou Tilila devaient revenir... À cette évocation, la voix du pauvre homme se brise. La gorge serrée, il poursuit. Pardon, je me sens ridicule. J'ai tellement attendu, espéré. Mon deuil commencera lorsque j'aurai revu ces lieux. Tu comprends? Pauline, assaillie de larmes d'émotion, acquiesce et étreint Enzo contre elle. De longues minutes s'écoulent, ainsi, enlacées. La voiture parcourt une vingtaine de kilomètres. Un trouble oppresse le cœur d'Enzo. Cette campagne qu'il connaissait par cœur gamin lui apparaît totalement étrangère. Il retrouve pourtant les courbes familières de la route endommagée. Leur véhicule avance péniblement, déjouant les irrégularités du bitume. Malgré son émoi, Enzo parvient à orienter Pauline et la guide devant un ancien portail oxydé. Pauline coupe le moteur. En silence, il s'extrait de l'habitacle dans une contemplation médusée des lieux. L'enrobé rose de l'allée dont était si fière Agathe, sa mère, n'a pas supporté l'épreuve du temps. Fissuré, craquelé, dénivelé, les herbes hautes l'envahissent. Les arbres qui donnaient tant de charme et de féerie au parc ont eux aussi été abattus. Perdue dans ce décor sans relief, la bâtisse massive et cossue des souvenirs d'Enzo s'exhibe à découvert, lourde, disgracieuse sous le poids des métamorphoses. Les baies hors normes, partiellement murées, des ouvertures grossièrement gravées dans les façades permettent d'imaginer la cohabitation de plusieurs familles. Les anciennes portes de garage ont disparu au profit d'un mur maladroitement érigé, muni de 2 petites fenêtres. La grande terrasse, qui cerclait les 4 façades, démolie, reçoit maintenant un potager. Un couple âgé s'affaire à y gratter une terre sèche. Derrière, Enzo aperçoit des cabanes. Il en compte 5 à proximité de l'emplacement de la piscine. D'elles, il ne reste rien. Assis sur les marches d'un bungalow, 2 enfants désœuvrés les observent. Ils portent dans leur regard éteint la médiocrité de leur quotidien et la désespérance de leur avenir. Gênée de leur voyeurisme inopportun, Pauline regagne lentement la voiture, quand Enzo s'exclame soudain. « Je vais leur parler, tu viens ?»« Enzo, je ne suis pas sûre que... » Mais Enzo ne l'écoute pas et a déjà avancé vers l'homme, jardinant, qui vient de lever la tête vers eux. La femme craintive recule, mais l'homme, rustaud, a le regard de celui qui ne craint plus l'animosité de ses semblables. Il laisse approcher Enzo et Pauline sans le moindre geste ni parole. « Bonjour, amorce Enzo. Excusez notre audace. C'était la maison de mes parents, ils l'ont fait construire dans les années 2000. »« Et alors ?» fait l'homme d'une voix bourrue. « Je voulais juste la revoir. » Ce devait être une bien jolie demeure en ce temps-là, commente pensivement la femme, sécurisée. C'est vrai, elle offrait tout le confort rêvé, et même plus. Vous vivez ici depuis longtemps? On l'a rachetée, peut-être bien à vos parents en 2024. J'avoue qu'on ne l'avait pas payé son prix, mais les pauvres gens étaient criblés de dettes et devaient s'en débarrasser au plus vite. Ils avaient une fille malade, mais pas de garçon. En tout cas, ils ne l'ont jamais évoqué. « Ta, vas-tu te taire, vieille sorcière, et cesser de remuer le passé ?» interrompt méchamment le vieil homme. « Ça t'ennuie, hein, que mes souvenirs soient plus frais que les tiens. »« Vous savez ce que sont devenus ces gens ?» questionne Enzo.
Ah non! On leur a pris leur maison, ils n'allaient pas nous envoyer des cartes postales, siffle l'homme. Par contre, c'est la deuxième fois aujourd'hui qu'on nous le demande, remarque la femme. Vraiment? Sursaute Enzo d'une voix étranglée. Qui d'autre vous en a parlé? Une petite. Cause pas trop, la Clara, tranche à nouveau le vieillard ricanant. Les infos, ça se monnaie. On n'a rien de trop pour vivre, nous. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'on vous paye? Enzo, interloqué, jette un œil interrogateur à Pauline. Celle-ci hausse les épaules, témoignant du caractère usuel de ce genre de pratique. Tu dois bien avoir quelques valeurs sur toi, mon gars, quand on roule dans une si belle auto. L'homme devenu doucereux désigne la voiture, certes démodée, un peu rouillée, mais encore alerte de Pauline. Non, j'ai rien sur moi. Ce n'est même pas ma voiture, objecte Enzo agacé. Alors il faudra repasser. Attendez! L'homme ne se détourne même pas. Que faire? Rage Enzo en serrant les poings, impuissant. Comment savoir? Il nous mène probablement en bateau, mais si c'était vrai, et qui aurait pu revenir ici? Mon père? Ma mère? Alice? Oh, je dois en avoir le cœur net, mais j'ai rien. As-tu une idée, Pauline? Malheureusement, non. Ils nous font un chantage éhonté. Nous n'avons rien de valeur. Et j'ai peur qu'on regrette amèrement de nous séparer de la voiture. Pas ta voiture, ma chérie, jamais de la vie. Ça n'en vaut pas la peine. Alors qu'Enzo fouille ses poches à la recherche d'une idée, il baisse le regard et remarque alors son poignet. Pauline, suivant son inspection, déchiffre immédiatement sa pensée. Oui, c'est une excellente idée, la montre de papa. Il me l'a offerte peu de temps avant de mourir. Je ne sais pas si je dois. Mais si, bien sûr, c'est ce qu'il voudrait. Je l'imagine là-haut, bienveillant et approuvant ce choix. Il se doutait bien qu'elle ne te servirait pas à honorer des rendez-vous d'affaires. Si elle te permet de renouer avec ton passé, elle aura joué un rôle formidable. Viens vite, avant que ces deux grigous ne nous demandent la lune. Enzo dénoue le bracelet en cuir. Le bijou, une très belle pièce en or, possède un mécanisme d'une rare fiabilité. Il a traversé les âges, accumulant quelques griffures sur le cadran. Gravé finement à l'intérieur, on déchiffre encore le message confié par une Jeanne amoureuse. À mon Pierre, décembre 2005. Enzo rappelle le couple. Regardez si ce bijou peut vous délier la parole. L'homme s'approche et saisit la montre. Il la détaille sous tous les angles, ne s'arrête même pas sur les mots effacés et la fixe immédiatement à son poignet. Ah, attendez, une minute, s'indigne Enzo. Bon, vas-y, raconte-leur ce qu'ils veulent et qu'ils nous débarrassent le plancher. La femme, consciente de son importance, avance avec arrogance. Elle se gratte la gorge. Alors voilà, c'était ce matin, d'assez bonne heure. On prenait notre petit déjeuner dans la cuisine et on l'a vu debout là où vous êtes, perdu dans sa méditation. Elle détaillait la maison comme si elle en digérait chaque fragment. Elle, c'était une femme? Oui, je ne vous l'avais pas dit, fait innocemment la vieille femme sûre de son effet. Une femme encore jeune, mais avec un type indéfinissable. Ça m'a perturbée. Pas le type européen, mais pas arabe non plus. Non, encore un de ces mélanges bizarres, crache-t-elle avec une moue de dégoût. Vous lui avez parlé? Fallait bien savoir ce qu'elle voulait à rester là sur notre propriété sans bouger. Elle a parlé d'une connaissance qui avait vécu ici, Paolo, non, Marco, je sais plus. Enzo? Articule la gorge serrée le compagnon de Pauline. Enzo, oui, ça devait être ça, confirme la femme. Mais où est-elle maintenant? La femme lève les bras, ignorante. Elle vous a rien confié? Pas glissé un détail qui nous aiderait à la retrouver? Insiste Enzo impatient. Elle a vaguement laissé entendre qu'elle aurait peut-être plus de chance dans le sud, à retrouver une tante. Dans le sud? Bondit Enzo. Mais comment? Où? Je peux pas vous en dire plus. Elle est repartie comme elle était venue, à pied, sans bruit, dans la même direction que vous. Viens, Pauline, s'écrie Enzo en s'emparant de la main de son ami. Il faut la retrouver rapidement.
Il s'éloigne précipitalement des lieux et de ses occupants inhospitaliers. Envahi par l'émotion, Enzo peine à contenir son empressement. Pauline roule à vive allure. Ils scrutent l'un comme l'autre les abords de la route. Et si elle avait décidé de traverser les champs? « Tu te souviens, ce vagabond qu'on a croisé à l'allée ?» interroge Pauline préoccupée. « Oui. Tu m'as fait remarquer combien il semblait méfiant. Dès qu'il a aperçu la voiture, il s'est caché. Oh mon Dieu, si c'était elle !» En silence, il parcourt encore quelques kilomètres. Il questionne ensuite systématiquement tous ceux qu'il croise. Mais peine perdue. Elle s'est évaporée ou fait preuve d'une incroyable discrétion. Après 2 heures de recherche méticuleuse et infructueuse, Enzo, au bord d'un désespoir palpable, Pauline ralentit soudain la voiture en tendant son index devant eux. « Regarde, c'est bien la même personne que ce matin !» Au bruit du moteur, l'individu se retourne vers eux et, paniqué, esquisse une fuite à travers champs. De ce seul regard, Enzo revit. Par sa fenêtre ouverte, il crie « Tilila !» La silhouette stoppe net sa course, figée, puis lentement, retardant le moment de faire face à la vérité, elle pivote. Enzo s'est rué hors de la voiture, il est maintenant proche d'elle. Il détaille le visage camouflé sous la capuche d'un blouson élimé. Des mèches bouclées, châtain clair s'en échappent et balaient le visage tanné de la femme. Un sourire hésitant tout d'abord, puis épanoui, irradie son regard. Ses yeux translucides étincellent. Immobiles, l'un comme l'autre, Enzo et Tilila se font face, se contemplent. 29 ans séparent leurs derniers souvenirs. Enfin, Tilila tend les bras, murmurant « Papa !» comme un mot qu'elle apprendrait à prononcer. Bouleversé, Enzo enferme les mains de sa fille dans les siennes avant de la tirer à lui. Serrés l'un contre l'autre, ils réapprennent leur chaleur, leur odeur. Restée en retrait, Pauline, les larmes aux yeux, ne peut détacher son regard. De longues minutes s'écoulent, rythmées par les reniflements heureux de Tilila, ainsi que les soupirs de bonheur et de soulagement d'Enzo. Enfin, rassasiés l'un de l'autre, ils s'écartent et remarquent l'univers autour d'eux. Tilila, je te présente Pauline. Elle m'a reconstruit quand je n'étais plus rien et aujourd'hui je ne saurais vivre sans elle. Pauline, voici Tilila, ma fille bien-aimée. Avec un respect mêlé d'une curiosité réciproque, les deux femmes se saluent. Tilila, malgré les années, tu es la description parfaite des souvenirs de ton père. Sois la bienvenue. Ton retour est tout simplement le plus prodigieux et le plus merveilleux des rêves. Merci. En sécurité après son long périple, étourdie de cet aboutissement inespéré, angoissée de découvrir un nouveau cadre, la jeune femme se sent soulagée d'entendre Enzo proposer. « Allez, rentrons à la maison maintenant. » Le trio prend place dans la petite voiture et c'est dans un silence presque religieux que s'effectuent les dizaines de kilomètres restants. Enzo se retourne constamment pour s'assurer qu'il n'a pas rêvé et que Tilila est bien là, assise sur la banquette arrière. Un sourire béat fige ses traits. Bien plus tard dans la soirée, après que Tilila a pris possession des lieux et de sa nouvelle chambre, Enzo se décide à livrer toutes les questions qui lui brûlent les lèvres et le cœur. « Mais que s'est-il donc passé ? Je vais enfin avoir les réponses, moi qui vous ai tant cherché. Et Alice, qu'est devenue ta mère ? Et comment as-tu atterri ici ? Et que... » « Papa, l'interrompt Tilila paisiblement, j'ai au moins autant de questions à te poser. Je ne sais pas par quoi commencer. Ces années ont été si difficiles. Je me suis repassé des milliers de fois le film dans ma tête. Je courais dans le sable, maman n'était pas très loin derrière moi. En me retournant pour la regarder, j'ai vu une ombre se jeter sur moi. Avant d'avoir pu crier, on me bâillonnait aussi. Ils nous ont chargés sur les chevaux. J'entendais des cris épouvantables, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Ça n'en finissait pas. J'étais si mal, pliée en deux sur le dos du cheval qui galopait. Je voulais maman et j'avais si peur pour toi. Je me sentais coupable. J'ai toujours cru que ces hommes nous avaient attaqués parce que je m'étais éloignée.
alors que c'est probablement ce qui vous a sauvé la vie, ma chérie. On s'est enfin arrêté, reprend Tilila. On m'a posé à terre et débandé les yeux. Nous étions arrivés dans un tout petit village. Les gens nous regardaient bizarrement, méchamment. J'ai voulu m'approcher de maman. Un homme nous a séparés violemment. Il m'a dit « Toi, tu es en âge de travailler. J'ai d'autres projets pour ta mère. » Je me suis débattue, j'ai crié que je ne voulais pas être écartée. Maman se démenait aussi, pleurant. Et l'homme l'a frappée au visage. Elle s'est effondrée au sol. On m'a traînée. Je ne savais même pas si elle était vivante. « Non !» marmonne Enzo, serrant les poings, les yeux brillants. J'ai refusé de coopérer. Alors ils m'ont abandonnée dans une vulgaire cage en jonc. J'avais chaud, j'avais soif, et j'avais si peur. D'eux, et aussi des bêtes sauvages. Je suis restée plusieurs jours là. Quand ils ont ouvert la porte, je n'avais plus aucune force. Ils m'ont laissé récupérer quelque temps, puis ils m'ont forcé à travailler. Gratter une minuscule parcelle avec d'autres enfants, chercher de l'eau, puis, à plusieurs kilomètres, faire des lessives avec un malheureux pichet d'eau, et quand les autres rentraient chez eux, je devais encore préparer les repas, servir et desservir la famille chez qui j'étais placée. C'est pas vrai, tu avais juste 7 ans, comment ont-ils pu? Tu sais, j'ai eu de la chance, la famille a failli par m'accepter comme un membre des leurs, et au fil du temps ils m'ont appréciée, tout comme je me suis mise à les aimer, et la vie est devenue plus facile. Mais, Alice, demande Enzo. Maman n'a pas eu ma chance. Mes maîtres, pardon, mais ces termes me resteront jusqu'à ma mort, mes maîtres donc m'ont expliqué que le chef avait jeté son dévolu sur elle et souhaitait en faire sa 3e épouse. Cet homme, ce monstre, ignorait les sentiments. C'était un guerrier. Il utilisait les êtres, mais ne les considérait pas. Il s'est rapidement fatigué de posséder une femme belle, mais qui ne le vénérait pas, lui qui lui résistait. Il s'en est alors désintéressé. Maman serait morte quelques mois plus tard. Elle avait contracté une maladie comme d'autres de la tribu. Elle est devenue faible. Elle n'a pas été soignée correctement. Moi, je crois qu'elle s'est laissée mourir de chagrin, séparée de moi et de toi. Les larmes coulent sur les joues de Tilila. Dans le regard vague et embué d'Enzo se lisent toute la souffrance et l'impuissance de ne l'avoir ni retrouvée, ni sauvée. Il tient si fermement la main de Tilila qu'elle se dégage gentiment. « Tu me fais mal, papa !»« Oh, pardon, ma chérie, » s'excuse-t-il vivement. « J'ai si mal. » Moi aussi, tu sais, c'était insupportable d'être à quelques mètres d'elle, ma maman, et de ne pas pouvoir l'approcher, l'embrasser, sentir ses bras autour de moi. J'en avais tellement besoin. Après un silence, Enzo reprend. « Et toi, comment es-tu parvenu jusqu'ici, si longtemps après ?» Les années passaient. Après la peur, le chagrin, les angoisses, je me suis habituée à mon environnement et ceux qui me soignaient, jusqu'à les considérer comme ma famille. C'étaient des gens plutôt justes, et je n'avais nulle part où aller, alors je suis restée. J'ai grandi auprès d'eux. Puis les aînés ont été mariés à des filles de villages voisins. Les filles sont parties fonder de nouvelles familles. Je m'entendais bien avec le Benjamin, Samy, mais je n'avais guère d'illusions. Pour tout le monde, j'étais l'étrangère, et sans dot de surcroît. Malgré tout, le père a accepté notre union. J'étais assez heureuse de ma situation, mais ça n'a pas duré. Des conflits grondaient entre plusieurs villages voisins. Tous nos hommes ont été réquisitionnés et sont partis se battre. Samy aussi. Après des mois de guerre, très peu sont revenus. Oh, et dans quel état? Alors nous, les femmes, avons réorganisé la vie du village. Mais une épidémie de dengue, d'une forme nouvelle et particulièrement sévère, a décimé notre groupe. Les remèdes connus n'avaient aucun effet sur le mal, et nous avons vu les femmes et les enfants partir les uns après les autres. Nous n'étions que quelques survivantes, et la vie ne semblait plus possible là-bas. Alors, avec Jamila, ma grande sœur, nous nous sommes lancés sur la route pour remonter vers l'Europe. Je crois qu'elle a juste voulu m'accompagner aux limites du pays. Elle a refusé de prendre le bateau, prétextant que ce n'était pas sa place. « Et on t'a laissé demander? On t'a laissé embarquer ?» s'interroge Enzo. Un certain désordre règne là-bas. J'ai raconté qu'on avait volé mes papiers, mais que je devais rentrer en France. Sans doute la couleur de mes yeux et de mes cheveux a rendu l'histoire plausible, et on m'a laissé passer. Arrivé à Gibraltar, des Espagnols m'ont instantanément interpellé.
Ils guettaient une femme, et comme très peu débarquaient, ils m'ont tout de suite remarqué. Tu avais bien balisé ton chemin, tu sais, papa. Enzo hoche la tête, souriant en imaginant la scène. Je pense que la légende de l'homme qui guettait l'horizon est désormais écrite. Ensuite, des rencontres fructueuses et chanceuses m'ont guidé jusqu'ici. Je n'imaginais pas qu'un endroit encore vert pouvait exister. Oh, ma chérie, et si tu l'avais connu comme je l'ai connu enfant, c'était le paradis terrestre, de l'eau en abondance, des arbres centenaires, des animaux et des oiseaux partout. Qu'avons-nous fait ? Avec l'adresse, dit Tilila, j'ai facilement retrouvé la maison de tes parents, mais comme je le craignais, la route s'achevait en impasse. Les occupants ne sont pas des plus bienveillants. Alors j'ai eu un gros coup de blues en réalisant que c'était fini, que je ne te reverrai plus jamais. Et j'ai repensé à l'histoire de maman et de sa sœur disparue. N'ayant plus rien à perdre, je redescendais sur Marseille. L'émotion à nouveau enserre cette nouvelle famille recomposée. Pauline se lève pour préparer des boissons. Tilila ne peut s'empêcher de l'observer avec un mélange de respect et de crainte. Enzo évoque leur curieuse rencontre et les retrouvailles inespérées avec l'ancien ami de ses parents, Pierre, le père de Pauline. Tilila appréhende un nouveau rejet. Pourtant, cette idée est loin d'effleurer Pauline, qui savoure le bonheur auquel goûte Enzo. Elle le sent enfin apaisé, confiant, serein, après 30 ans de recherche, de tourments et d'interrogations. Elle éprouve une grande joie à les voir enfin réunis, et Tilila lui paraît une jeune femme charmante. Il lui tarde de mieux la connaître. Au fil des mois, les deux femmes s'apprivoisent et s'entendent à la perfection. Pauline, sans l'avouer, découvre en elle la fille qu'elle aurait aimé avoir. Tilila lui voue une admiration sans bornes. Enzo veille à l'entretien de la maison, remet en état les panneaux solaires, répare la toiture, entretient la cuve de récupération d'eau de pluie, la cheminée, le potager. Comme il est illusoire d'espérer trouver un travail sans aucun papier, Tilila l'assiste. Enzo pourtant s'escrime à remplir des déclarations auprès des services administratifs, mais son cas n'est pas une priorité. Il manque de justificatifs, rédige de nombreuses déclarations sur l'honneur. En attendant, Tilila est tolérée sur le territoire. Elle soulage agréablement Pauline des corvées ménagères. En rentrant de l'hôpital, cette dernière trouve régulièrement la table et le dîner prêts. La maison n'a jamais été aussi rutilante, et Tilila brille d'ingéniosité pour remettre au goût du jour des objets ternis ou abîmés par le temps. En 2059, la France, dans l'impasse financière, ouvre son marché aux investisseurs étrangers pour un projet pharaonique d'installation de purificateurs d'air. Des constructions incroyables s'érigent à proximité des principales villes. Hautes comme plusieurs gratte-ciel, les machines aspirent l'air grâce à des hélices gigantesques. Des filtres successifs retirent toutes les particules, microparticules, nanoparticules de pollution. Ainsi purifié, l'air est ressoufflé sur un périmètre de plusieurs kilomètres carrés. L'ingénieux mécanisme se nourrissant des rayons solaires et du vent fonctionne en permanence. Le droit à l'air s'installe. Pour rentabiliser son investissement, l'État ponctionne un nouvel impôt, contrôlé par un pass d'identification biométrique. Particulièrement élevé à proximité de l'air pur, le montant de la taxation diminue à mesure de l'éloignement. Un nouveau brassage de population s'opère. Les plus miséreux partent, tandis que les nantis profitent de ce nouveau bien-être. Après la diffusion du reportage sur le vieil écran de télé, Pauline, Enzo et Tilila se regardent dubitatifs. Pauline hoche la tête. Encore une nouvelle source de conflit et d'injustice. Le gouvernement ne parvient déjà pas à assurer la sécurité et un partage équitable de l'eau potable, et il va maintenant occuper ses agents à la protection de ses machines et à la détection des intrus. Oh bravo, c'est brillant, commente Enzo désabusé. S'il préservait des espaces pour la repousse d'arbres, ce serait logique, naturel et tellement moins cher, ajoute Pauline. Oui, mais anticiper, réfléchir à long terme, l'homme ne sait pas faire, soupire Enzo. Dans leur campagne dévégétalisée au profit des habitats précaires, Pauline et ses hôtes ne sont pas concernés par ces nouveautés. Ils respirent l'air que les générations précédentes leur ont transmis,
avec son lot d'allergies et de cancers. À l'hôpital, l'activité reste stable. On décède d'affections banales par défaut de traitement. Cette fatalité quotidienne est devenue tolérable par tous. Pour la première fois en 2025, l'espérance de vie plafonnait en France à 90 ans pour les femmes et 88 pour les hommes. Depuis, l'écart entre les deux sexes a disparu et s'inverse, avec en 2059 une moyenne de 79 ans. À l'échelle mondiale, l'humanité n'aura pas dépassé les 8 milliards d'individus, tandis qu'aujourd'hui, subissant la pression continue de son environnement, certains démographes l'estiment à 7 milliards 300 millions. Toujours les mêmes spécialistes, au regard des comportements de prédation non considérés par les anciens modèles de prévision, l'effondrement rapide de l'espèce humaine interviendrait à partir de 2085, pour une stabilisation théorique à 2 milliards 500 millions d'êtres humains en 2180. Ce ne sont que des prévisions. Un matin, Emma, une collègue d'un service voisin, interpelle Pauline. « Pauline, pourrais-tu monter en gériatrie après ton service? Quelqu'un t'y demande. » « Un patient ? » ?»« Oui, évidemment, sinon il se serait déplacé quand même, » sourit Emma. « Bon, je monterai tout à l'heure. » Toute la matinée, elle réfléchit, intriguée. Quel patient peut bien la réclamer? Avant de prendre sa pause déjeuner, elle décide d'assouvir cette curiosité en rendant visite à ce mystérieux vieillard. Au 3e étage, elle croise Emma qui termine sa tournée de soins matinaux. « Ah, très bien, tu as pu te libérer ? Je pense qu'il va être content, » s'exclame Emma souriante. « Mais de qui s'agit-il ?»« Un adorable vieux monsieur. Viens, il est par ici, chambre 312. Il s'appelle Jean Charpentier. »« Non ! Jean Charpentier, c'est pas possible. Mais quel âge a-t-il ? » ?»« Quand je te dis que c'est un vieux monsieur, il vient d'avoir 85 ans, et le pauvre n'a plus de famille. Tu te souviens de lui ? » ?»« Mais oui, bien sûr, on a soigné sa fille ici, il y a très longtemps, et je connais bien son fils. Mais il se souvient de moi ? Oh, tu verras, il a toute sa tête. Par contre, tu m'étonnes, il n'a pas parlé d'un fils. Tiens, c'est ici. » Frappant doucement à la porte, Emma pénètre dans la chambre suivie d'une Pauline troublée. « Monsieur Charpentier, mission accomplie. Je voulais trouver la petite Pauline Buvier. » Pauline, souriante, s'approche en lui tendant sa main. « Bonjour, monsieur Charpentier. Ainsi vous vous souvenez de moi, après toutes ces années. »« Oh oui, mon petit. Comment aurais-je pu oublier la façon dont vous vous étiez occupé de ma Colombine? C'est si loin tout ça. Mais vous n'avez pas changé. Toujours le même sourire, » assure Jean en lui tenant les deux mains. « Merci, vous êtes gentil. Et vous, comment allez-vous? Emma n'a pas eu le temps de me dire ce qui vous amenait chez nous. »« Oh, moi, tu sais, j'arrive à la fin du chemin. Toutes ces années m'ont usé. Le temps est venu de laisser ma place. »« Vous vous sentez fatigué? » ?»« Oh oui, tout le temps. Malgré les traitements, j'ai l'impression de faiblir de jour en jour. C'est pour ça, égoïstement, je voulais me faire un petit plaisir et revoir un visage connu. Il en reste si peu. Tous les autres m'ont abandonné, avoue-t-il avec un pauvre sourire. Pauline décrypte la tristesse qui distille son regard. L'homme a vieilli, le visage creux, les cheveux gris, clairsemés, les mains tachées et tremblotantes. Les intonations de sa voix traduisent la fatigue d'une vie, une certaine sagesse, l'attente d'un après. Pauline s'assoit sur le bord de son lit. « Qu'avez-vous fait toutes ces années ?» Après la mort de Colombine, plus rien n'était comme avant. La vie en appartement nous minait. Agathe m'imputait le départ d'Enzo. Sa voix se brise. Enzo. Vous vous souvenez de lui? C'était mon fils, continue-t-il sans laisser Pauline répondre. Je l'ai renié, comme je m'en suis voulu. Que ne donnerais-je pas aujourd'hui pour savoir ce qu'il est devenu et s'il pense encore à nous, ses parents? On dira ce qu'on veut. Nos enfants restent nos enfants pour toute la vie. Agathe est partie sans l'avoir revue. Heureusement, elle est partie si vite qu'elle n'a pas eu le temps de le réaliser. Sinon, je pense qu'elle aurait été rongée, comme je le suis actuellement. Agathe vous a quitté? Depuis longtemps?
Oh oui. Elle a été renversée bêtement par un chauffard en faisant ses courses en ville. Elle venait d'avoir 58 ans. Ironie du sort pour une femme qui adorait conduire et qui s'est toujours considérée comme un as du volant. Ma pauvre Agathe, la vie s'est bien moquée de nous. Pauline caresse la main du vieil homme en témoignage de sympathie. Jean relève ses yeux larmoyants vers elle. « Et toi, mon petit, la vie t'a-t-elle épargné ? Qu'est devenu ton père ? Nous avions su que sa chère Jeanne était partie bien avant son heure. » À son tour, Pauline livre ce qu'a été sa vie. La perte récente de son père, celle de son premier amoureux. À l'évocation d'Arnaud, Pauline ne peut retenir les larmes que son cœur contiendra à jamais. Mais aujourd'hui, je suis heureuse à nouveau. Mon rôle à l'hôpital me comble, et j'ai retrouvé un compagnon charmant qui me soutient et me sauve de la solitude. Comme je suis heureux pour toi, ma chère enfant. Tes parents t'ont transmis leur droiture, leur prévenance vis-à-vis des autres. Si seulement on les avait plus écoutés au lieu de les juger. Allez, les regrets ne servent à rien. Reposez-vous, Jean. Je repasserai vous voir plus tard. En quittant la chambre, 10 000 pensées se bousculent dans l'esprit de l'infirmière. Quelques mois après le fils, voilà que le père se trouve à l'hôpital, dans son hôpital. Ce n'est plus le hasard cette fois. Jean Charpentier a instamment souhaité y venir. Pauline, impatiente et un peu inquiète aussi d'annoncer cette nouvelle à Enzo, se demande quel mot choisir pour l'amener vers son père. À la maison, soigneusement rangée, le dîner est prêt, et les deux hôtes, impatients de la revoir et de connaître le déroulement de sa journée. À table, elle confie « Enzo, j'ai eu une journée incroyable. Elle m'a renvoyée dans le passé, pas moins de 35 ans en arrière. »« Ah bon ?» relève Enzo en croquant un bâtonnet de carottes. « J'avoue ne pas trop savoir comment te l'annoncer. Ton père est à l'hôpital, Enzo. » Sous le coup de la surprise, Enzo lâche le légume. Les questions se pressent dans son esprit chaviré. « Quoi ? Mon père ? Dans ton hôpital ? Qu'est-ce qu'il a ?» Pauline relate en souriant. « Une collègue est venue me dire qu'un patient souhaitait me voir et c'était ton père. Il est très seul et il s'est souvenu que j'avais soigné Colombine. C'est ainsi qu'il a atterri dans cet hôpital. Il souffre de faiblesse liée à son âge, à son grand âge. Il a 85 ans. Il perd ses forces de jour en jour. Et il s'est confié. Depuis la disparition de ta mère, elle est morte dans un accident il y a plus de 20 ans. Il ressasse constamment sa vie. Il m'a avoué qu'il partirait avec l'énorme remords d'avoir cassé les liens avec son fils. » Pauline s'arrête et observe Enzo. C'est très figé, son regard vague, perdu très loin, il ne dit rien. Pauline se lève et vient derrière lui. Posant ses mains sur ses épaules, elle le masse doucement, guettant sa réaction. « Tu sais, ce n'est plus le même homme. Il a connu les revers de la vie, lui aussi. Je suis pas loin de penser qu'il regrette de ne pas t'avoir accordé plus de crédit. Accepterais-tu de le revoir ? » « Tu lui as dit que j'étais ici ?» formule Enzo plus brutalement qu'il ne l'aurait voulu. « Non, non, jamais de la vie. Ça ne regarde que toi, c'est ton père, c'est ta décision. » Tilila, qui les écoutait sans rien dire, murmure. « Ainsi j'aurais un grand-père. Moi qui n'ai connu que mes parents et encore si peu. Comme j'aimerais le rencontrer. » Enzo la considère un instant, pensif. « Je comprends, ma chérie, mais l'histoire de nos relations ne regarde que moi. Je dois y penser. »« Parle-moi de lui, s'il te plaît, papa. J'ai besoin de le connaître, » supplie Tilila. Devant le regard encourageant de Pauline, Enzo se laisse aller et rapporte les souvenirs qu'il conservait encore dans un coin de son esprit. Tilila dévore ses paroles. Après le dîner, Enzo reconnaît. « C'est drôle de repenser à tout ça. Finalement, nous n'avons pas eu seulement des mauvais moments. »« Tu acceptes de me le présenter alors ?» Enzo la regarde en souriant. « La nuit porte conseil, ma chérie. On verra demain. » Avant de s'endormir, Pauline ne peut s'empêcher d'ajouter. «
Il n'a plus beaucoup d'énergie, plus beaucoup de temps, et je crois qu'on s'en veut toujours de ce qu'on n'a pas eu le temps de dire aux vivants. C'est l'infirmière qui te parle, mais ne te donne pas l'occasion d'avoir des regrets. » Au petit matin, après avoir médité une partie de la nuit, Enzo expose sa décision dès le petit déjeuner. « Qu'as-tu prévu, Tilila, aujourd'hui ? Est-ce que ça te dirait d'accompagner ton père, rencontrer son père ?» Afin de ménager le vieil homme, il décide de profiter de la pause de Pauline pour la laisser préparer le père d'Enzo. Ce dernier, ravi de la revoir, se montre plus faible encore que la veille. « Oh, une visite, quelle joie ! Il ne faut pas te sentir obligé, pourtant, je sais que tu as du travail. »« Ne vous inquiétez pas, monsieur Charpentier, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, je ne suis pas venu seul. J'ai avec moi quelqu'un qui revient de très loin, que vous n'avez pas revu depuis une éternité, que vous rêvez pourtant de revoir, et je crois que lui aussi. » Le pauvre Jean pâlit. « Comment ça ? Mais qui ? Qui peux-tu connaître de mon passé ? Non, ne me dis pas que... Oh mon Dieu !» Enzo vient d'apparaître dans l'encadrement de la porte. Son visage sérieux épie la réaction du vieillard. Il amorce un sourire. Jean, redressé sur ses oreillers, lui tend ses deux mains. « Enzo, oh Enzo, mon fils, approche. Il y a si longtemps que je rêve de te serrer dans mes bras. » Enzo fait quelques pas vers le lit et se blottit dans les bras ouverts. Très émus tous les deux, ils ne prononcent d'abord aucune parole. Pauline, en larmes, partage leur bonheur intense. Enfin, Jean regarde son fils comme s'il le découvrait. « Que tu es beau, mon grand. J'ai tant de fois imaginé ton visage. Tu restais toi, le même regard. »« Oh, Pauline, reprend-il, se tournant vers l'infirmière, tu viens de me faire le plus beau des cadeaux. Si j'avais seulement pensé... » « En fait, monsieur Charpentier, le hasard a placé Enzo sur ma route il y a quelques mois. Il est celui qui illumine mon quotidien dorénavant. » Enzo ne trouve pas les mots, il observe cet homme qui a influencé sa destinée. « Enzo, je voudrais te dire à quel point je regrette. »« Non, papa, laisse, plus tard. »« Malheureusement, le plus tard est trop incertain pour moi, et je dois libérer ma conscience avant de partir. Nous avons longtemps été furieux contre toi, contre ce que nous appelions ton inconséquence. Même Colombine ne parvenait pas à nous faire entendre raison. Quand elle nous a quittés, nous nous sommes enfoncés dans le malheur. On ne comprenait plus. Qu'avions-nous fait ? Pourquoi ce drame s'abattait-il sur nous ? Nous en avons voulu à la fatalité, aux autres, au monde entier, mais jamais à nous-mêmes. Il a fallu le travail du temps pour intégrer le lien du cancer de ta sœur à notre mode de vie. Je me sens pleinement responsable d'avoir fermé les yeux. Nous n'aurions pas pu la protéger de tout, mais se battre comme tu l'as fait pour de meilleures conditions, pour une alimentation saine, pour une plus sobre consommation des choses, nous aurait certainement beaucoup déculpabilisés. Au lieu de ça, nous avons évolué au fil des événements, subissant tout ce que tu avais pu prévoir. Au lieu de la jolie vie dorée que nous nous étions organisée, nous avons connu galère après galère, la vente désastreuse de la maison, le chômage après la perte de nos emplois, les petits boulots, les appartements miteux, parfois le froid et la faim. On a même failli se séparer avec ta mère, on ne se supportait plus, se renvoyant constamment la faute. On est restés ensemble par obligation. C'était encore plus aléatoire de vivre seul. Et petit à petit, on a compris que notre seule chance était d'arrêter de nous morfondre, d'attendre constamment l'aide d'autrui. Dès lors, tout est allé mieux. Oh papa, je souhaitais tellement que vous compreniez tout cela avant de souffrir, que vous soyez prêts et forts. La vie aurait été plus facile tous ensemble. Mais nous étions aveuglés par un système qui nous avait formatés. « Qui est-ce » demande soudainement Jean en désignant la porte. Tilila dévoile une tête curieuse par l'entrebâillement. « Tilila, pardon, je t'avais oublié. » Trop d'années à rattraper, s'excuse Enzo en se levant vivement pour accueillir sa fille. « Papa, annonce-t-il,
Au moins un de tes vœux s'est réalisé. Tu m'avais souhaité une progéniture. Voici Tilila, ta petite fille. Bouche bée, Jean admire la jeune femme au teint caramel, aux cheveux et aux yeux clairs. Ma petite fille. Bonjour, prononce Tilila, la bouche soudainement très sèche. Bonjour, répond mécaniquement Jean. Tilila, tu as un prénom très original, presque autant que peut l'être ta beauté. Tilila rosit sous le compliment de son grand-père. Ma mère y est pour beaucoup. Elle doit être remarquable, ajoute Jean, jetant un coup d'œil vers la porte de sa chambre. Enzo, suivant son regard, le décourage instantanément. Malheureusement, Alice n'est plus parmi nous depuis bien des années. Mes enfants, accepteriez-vous de me conter vos vies? J'ai tant imaginé de scénarios, mon fils. Et toi, ma petite fille, je sais rien de vous. Souriant, se tenant la main, Enzo et Tilila s'assoient sur le bord du lit, près du vieil homme, appuyé à son oreiller. Le visage heureux, Pauline les considère un instant, puis s'esquive sur la pointe des pieds, les abandonnant à l'intimité de ses retrouvailles familiales. S'adossant à la porte, elle pousse un profond soupir de contentement. L'avenir lui semble désormais prometteur, si doux parmi les siens. Le bonheur n'est pas loin.